Loi 10. Fuyez la contagion de la malchance et du malheur. Principe. On peut mourir du malheur d'autrui. Les états d'âme sont contagieux. En voulant aider celui qui se noie, vous courez seulement à votre perte. Les malchanceux attirent l'adversité sur eux-mêmes et aussi peut-être sur vous. Préférez la compagnie de ceux à qui tout réussit. Violation de la loi. Née en 1818 à Limerick en Irlande, Marie Gilbert vint à Paris dans les années 1840 dans le but de faire fortune en qualité de danseuse et d'artiste. Elle prit le nom de Lola Montes. Sa mère avait une vague ascendance espagnole et se prétendit danseuse de flamenco venue d'Espagne. En 1845, sa carrière languissait. Pour survivre, elle se mit à vendre ses charmes qui, très vite, devinrent les plus célèbres de Paris. Seul un homme pouvait sauver la carrière de danseuse de Lola, Alexandre Dujarrier, propriétaire du journal le plus lu en France, La Presse, où il était lui-même critique artistique. Elle décida de le séduire. Elle se renseigna sur lui et découvrit qu'il se promenait à cheval tous les matins. Excellente cavalière elle-même, elle partit à cheval un matin et accidentellement le bouscula. Bientôt, ils allèrent se promener tous les jours ensemble. Quelques semaines plus tard, elle s'installait chez lui. Pendant un certain temps, ils furent heureux. Avec l'aide de Dujarrier, Lola reprit sa carrière de danseuse. En dépit de la différence de classe sociale, Dujarrier annonça à ses amis qu'il allait l'épouser au printemps. Lola ne lui avait jamais avoué qu'elle avait convolé à 19 ans avec un Anglais et qu'elle était encore légalement mariée. Mais bien que Dujarrier fût profondément amoureux, sa vie devint alors peu à peu un enfer. Ses affaires périclitèrent et ses amis influents commencèrent à l'éviter. Un jour, Dujarrier fut invité à une soirée qui serait fréquentée par les jeunes gens les plus fortunés de Paris. Lola voulait y aller aussi, mais il refusa et partit seul. Ce fut leur première querelle. Dujarrier s'enivra désespérément et insulta le très influent critique dramatique Jean-Baptiste Rosemont de Beauvallon. Sans doute, celui-ci avait-il tenu des propos désobligeants sur Lola. Au matin, Beauvallon le provoqua en duel. C'était un des meilleurs tireurs de France. Dujarrier essaya de s'excuser, mais le duel eut lieu et il fut tué. Ainsi se termina la vie de l'un des jeunes gens les plus prometteurs de la société parisienne. Anéantie, Lola quitta Paris. En 1846, Lola Montes se trouvait à Munich où elle décida de faire la conquête du roi Louis de Bavière. Le meilleur moyen, découvrit-elle, était de passer par son aide de camp, Otto, comte von Rechberg, qui avait un faible pour les jolies filles. Un jour que le comte prenait son petit déjeuner à la terrasse d'un café, Lola passa par là à cheval, fut accidentellement jetée à bas de sa monture et atterrit pratiquement sur les genoux de Rechberg. Le comte fut émerveillé. Il promit de la présenter à Louis de Bavière et organisa pour Lola une audience. Elle arrivait dans l'antichambre lorsqu'elle entendit le roi dire qu'il n'avait que faire de recevoir une étrangère à la recherche de faveurs. Lola repoussa les sentinelles et entra dans les appartements royaux. Dans la bousculade, sa robe fut déchirée par une sentinelle, par elle-même, et à la stupéfaction de tous, et plus particulièrement du roi, elle se retrouva la poitrine dénudée. Le roi accorda immédiatement une audience à Lola. 2 jours plus tard, elle faisait ses débuts sur la scène bavaroise. Les critiques furent féroces, mais cela n'empêcha pas Louis d'organiser d'autres spectacles. Louis était, selon ses propres termes, ensorcelé par Lola. Il commença à paraître en public avec elle à son bras, puis il acheta et meubla un appartement pour elle sur un des boulevards les plus chics de Munich. Bien que connu pour son avarice et son manque d'imagination, il couvrit Lola de cadeaux et écrivit pour elle des poèmes. Elle était devenue sa maîtresse favorite et du jour au lendemain fut catapultée au faîte de la renommée et de la richesse. Lola perdit alors tout sens de la mesure. Un jour qu'elle se promenait à cheval et qu'un vieil homme la retardait, elle le fouetta avec sa cravache. Une autre fois, son chien, qu'elle ne tenait pas, attaqua un passant, et au lieu d'aider la victime à se dégager, elle le frappa avec la laisse.
Des incidents comme ceux-ci scandalisaient les conservateurs bavarois. Cependant, Louis soutenait Lola et obtint même qu'elle soit naturalisée bavaroise. L'entourage du roi tenta de le mettre en garde contre les dangers de cette aventure, mais ceux qui critiquaient Lola étaient sommairement renvoyés. Tandis que les sujets qui avaient tant aimé leur roi manifestaient ouvertement leur manque de respect à son égard, Lola fut faite comtesse. On lui bâtit un palais, et elle commença à s'immiscer dans les affaires politiques, conseillant Louis sur la conduite des affaires publiques. Elle était la personne la plus puissante du royaume. Son influence sur le cabinet du roi ne fit que croître, et elle traitait les autres ministres avec dédain. Des émeutes éclatèrent dans tout le royaume. Ce pays pacifique était au bord de la guerre civile, et partout les étudiants scandaient « Raus mit Lola ». En février 1848, Louis dut céder à la pression. Avec grande tristesse, il chassa Lola de Bavière. Elle partit non sans un substantiel dédommagement. Pendant les 5 semaines qui suivirent, le courroux des Bavarois se retourna contre le roi qu'ils avaient tant aimé. En mars de cette année-là, il dut abdiquer. Lola Montes partit en Angleterre. Plus que toute autre chose, elle avait besoin de respectabilité. Et en dépit du fait qu'elle était déjà mariée, elle n'avait toujours pas divorcé de l'Anglais qu'elle avait épousé des années auparavant, elle jeta son dévolu sur George Trafford Held, jeune officier plein d'avenir et fils d'un avocat de renom. Il avait 10 ans de moins qu'elle et aurait pu choisir une épouse parmi les jeunes filles les plus jolies et les plus fortunées de la société anglaise, mais il succomba au charme de Lola. Ils se marièrent en 1849. Très vite accusée de bigamie, elle ne se présenta pas au procès et s'enfuit avec son mari en Espagne. Ils se querellèrent horriblement et Lola lui donna même un coup de couteau. Finalement, elle le renvoya. De retour en Angleterre, il découvrit qu'il avait perdu son poste dans l'armée. Mis au ban de la société, il se réfugia au Portugal où il vécut quelques mois dans la pauvreté avant de se noyer dans un accident de bateau. Quelques années plus tard, l'éditeur qui publiait l'autobiographie de Lola Montes fit faillite. En 1853, Lola partit pour la Californie où elle épousa un certain Pat Houle. Leur liaison fut aussi tumultueuse que les précédentes et elle le quitta pour un autre. Houle, déprimé, se mit à boire et mourut 4 ans plus tard, encore relativement jeune. À l'âge de 41 ans, Lola abandonna ses belles toilettes et ses parures et se convertit. Elle parcourut toute l'Amérique, donnant des conférences sur des thèmes religieux, habillée de blanc et coiffée d'un chapeau blanc ressemblant à une auréole. Elle mourut 2 ans après, en 1861. Interprétation. Lola Montes attirait les hommes par des stratagèmes, mais son pouvoir sur eux allait bien au-delà de l'attrait amoureux. C'est grâce à sa force de caractère qu'elle gardait ses amants sous sa coupe. Les hommes étaient entraînés dans le tourbillon qu'elle créait. Ils se sentaient confus, bouleversés, et la force des émotions qu'elle suscitait leur donnait l'illusion d'être plus intensément vivants. Comme en cas de contagion, les problèmes ne survenaient qu'après un temps d'incubation. L'instabilité foncière de Lola agaçait ses amants. Ils se retrouvaient happés par ses problèmes, mais leur attachement pour elle leur donnait le désir de l'aider. Hélas, là était le point crucial de leur maladie, car personne ne pouvait rien pour Lola Montes. Ses problèmes étaient trop profonds. Une fois que l'amant s'identifiait à eux, il était perdu, lui-même emporté dans des querelles. La contagion touchait sa famille, ses amis, et dans le cas de Louis de Bavière, le pays tout entier. Soit on coupait tout lien avec elle, soit on courait à la catastrophe. Ce caractère contagieux n'est pas exclusivement féminin, il est fondé sur une instabilité intérieure qui se transmet à l'entourage, attirant les calamités. C'est presque un désir de destruction et de déstabilisation d'autrui. On peut passer une vie entière à étudier la pathologie de ces types de personnes, mais ne perdez pas votre temps, tirez-en juste la leçon. Quand vous soupçonnez d'être en présence d'un individu de ce genre, ne discutez pas, n'essayez pas de l'aider, ne le présentez pas à vos amis ou vous serez pris dans son filet. Fuyez la contagion ou supportez-en les conséquences.
Ce Cassius là-bas a l'air bien maigre et famélique, il pense trop. Je voudrais qu'il fût plus gras, mais je ne le crains point. Pourtant, si ma gloire était accessible à la crainte, je ne sais quel homme j'éviterais aussi volontiers que ce sec Cassius. Des hommes tels que lui n'ont jamais le cœur à l'aise, tant qu'ils voient un plus grand qu'eux-mêmes. Et voilà pourquoi ils sont dangereux. William Shakespeare, 1564-1616. Jules César, traduit par François-Victor Hugo. Les clés du pouvoir. Ceux parmi nous qui sont malchanceux à la suite d'un concours de circonstances sur lequel ils n'ont aucun contrôle méritent tout notre soutien et notre sympathie. Mais il y a les autres, ceux qui ne sont pas nés dans la malchance ou le malheur, mais qui les attirent par leur destructivité et leur effet déstabilisant sur autrui. Ce serait bien si nous pouvions les aider à se relever, à changer leur schéma de pensée. Mais le plus souvent, ce sont eux qui finissent par nous infiltrer et nous transformer. La raison en est simple. Les êtres humains sont extrêmement sensibles aux humeurs, aux émotions et même aux manières de penser de ceux qui les côtoient. Ceux qui sont incurablement malheureux et instables ont un pouvoir contagieux particulièrement fort, parce que leur personnalité et leurs émotions sont très intenses. Ils se présentent souvent comme des victimes, et il est difficile au début de comprendre qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de leur malheur. Avant que vous ne vous soyez aperçus de la véritable nature de leurs problèmes, vous êtes déjà contaminé. Comprenez bien ceci. Dans le jeu du pouvoir, ceux avec qui vous vous associez ont une importance cruciale. Le risque que vous courez en vous associant à des agents infectieux est que vous perdrez une énergie et un temps précieux à essayer de vous en libérer. Par une sorte d'amalgame, vous en pâtirez aussi aux yeux des autres. Ne sous-estimez jamais les dangers de la contagion. Il y a plusieurs sortes d'agents infectieux dont il faut se méfier, mais l'un des plus insidieux est l'insatisfait chronique. Cassius, par exemple, qui conspira contre Jules César, était chroniquement rongé par l'envie. Il ne pouvait tout simplement pas supporter la présence de quelqu'un de plus grand talent que lui. C'est probablement parce que César avait perçu chez lui cette constante aigreur qu'il lui préféra Brutus pour le poste de prêteur urbain. Cassius rumina sa rancune et sa haine pour César devint pathologique. Brutus lui-même, fervent républicain, n'aimait pas la dictature. S'il avait eu la patience d'attendre la mort de César, il serait parvenu au pouvoir et aurait pu pallier le désastre provoqué par le gouvernement du dictateur. Mais Cassius lui communiqua sa rancœur, lui ressassant chaque jour les mauvaises actions de César. Il finit par convaincre Brutus de faire partie de la conjuration. C'était le début d'une grande tragédie. Combien de malheurs auraient pu être évités si Brutus avait appris à craindre le pouvoir de la contagion? Il n'y a qu'un remède à la contagion, la quarantaine. Mais le temps de prendre conscience du problème, il est souvent trop tard. Une Lola Montez vous subjugue, un Cassius vous intrigue par sa nature confiante et la profondeur de ses sentiments. Comment vous protéger contre des virus aussi insidieux? Il faut juger les gens sur les effets qu'ils ont sur le monde et non sur les causes auxquelles ils imputent leur malheur. Les agents infectieux se reconnaissent par la malchance qu'ils attirent sur eux-mêmes, leur passé tourmenté, la longue liste de leurs relations brisées, leur carrière instable et la grande force de leur ascendant qui vous balaie et vous fait perdre tout bon sens. Méfiez-vous de ces signes, apprenez à reconnaître le mécontentement dans leurs yeux. Plus important que tout, ne les prenez pas en pitié. Ne montez pas dans leurs galères en essayant de les aider. Cela ne changera rien pour eux, mais vous serez déstabilisés. Image. Un virus. Invisible, il s'infiltre sans prévenir et se diffuse lentement en silence. Le temps d'en prendre conscience, il est déjà profondément installé en vous. Il existe pourtant une contagion positive, plus aisée peut-être à comprendre. Certains attirent le bonheur par leur gaieté, leur entrain et leur intelligence. C'est un plaisir de les fréquenter. Associez-vous à eux pour partager la prospérité qu'ils attirent. Cela s'applique à bien plus que la gaieté et le succès. Toutes les qualités positives sont contagieuses.
Talleyrand, malgré ses comportements insolites et intimidants, surpassait, paraît-il, tous les Français en grâce aristocratique et en esprit. Il était issu de la vieille noblesse et, en dépit de sa foi dans la démocratie et la République, il en avait gardé les manières courtoises. À bien des égards, son contemporain Napoléon était le contraire, un paysan corse, taciturne et mal léché, parfois violent. Personne n'admirait plus Talleyrand que Napoléon. Il enviait à son ministre son aisance, son esprit, sa capacité à charmer les femmes. Il gardait Talleyrand auprès de lui, espérant à son contact s'imprégner de la culture qui lui manquait. Il ne fait aucun doute que Napoléon changea pendant son règne. Beaucoup de ses angles aigus s'adoucirent grâce à l'influence de Talleyrand. Utilisez à votre avantage le côté positif de cette osmose émotionnelle. Si par exemple vous êtes avare par nature, ce défaut vous limitera toujours. Seules les âmes généreuses connaissent la grandeur. Associez-vous donc à des personnes généreuses, et par contagion, ce qui est étriqué en vous se relâchera. Si vous êtes de nature sombre, côtoyez des gens gais. Si vous êtes enclin à la solitude, forcez-vous à fréquenter des individus sociables. Ne vous associez jamais avec ceux qui partagent vos défauts. Ceux-ci se renforceraient mutuellement et vous ne feriez aucun progrès. Fondez vos relations uniquement sur les affinités positives. Que cette loi soit pour vous une règle de vie, et elle vous profitera mieux que toutes les thérapies du monde. Autorité. Connaître les gens heureux pour s'en servir, et les malheureux pour s'en écarter. D'ordinaire, le malheur est un effet de la folie, et il n'y a point de contagion plus dangereuse que celle des malheureux. Il ne faut jamais ouvrir la porte au moindre mal, car il en vient toujours d'autres après, et même de plus grands qui sont en embuscade. Balthazar Gracian, 1601-1658, L'homme de cour, traduit par Amelot de la Houssaye. A contrario, cette loi n'admet pas d'exception. Son application est universelle. Il n'y a rien à gagner en s'associant à ceux qui vous contaminent avec leur malheur. On ne peut obtenir pouvoir et bonne fortune qu'au contact de ceux qui réussissent. Vous courez les plus grands dangers si vous ne tenez pas compte de cette loi. La noisette et le campanile. Une noisette fut emportée par un corbeau au sommet d'un haut campanile et là, en tombant dans une fissure, échappa à un destin fatal. Elle supplia au nom du ciel le mur de l'abriter, louant sa hauteur, sa beauté et le son admirable de ses cloches. « Hélas, continua-t-elle, je n'ai pu tomber sous les branches verdoyantes de mon vieux père et reposer sur la terre sous ses feuilles tombées, mais au moins, ne m'abandonnez pas. Quand je me suis trouvé dans le bec du cruel corbeau, j'ai fait le vœu, si je survivais, de finir ma vie dans un petit trou. » À ces mots, le mur, touché de compassion, accepta volontiers d'abriter la noisette dans le trou où elle était tombée. En peu de temps, la noisette germa. Ses racines se glissèrent dans les crevasses des pierres et des pousses montèrent vers le ciel. Elles dépassèrent bientôt le bâtiment. Les épaisses racines noueuses lézardèrent les murs en déchaussant les vieilles pierres. Alors le mur se lamenta, mais trop tard, sur la cause de sa destruction et en peu de temps tomba en ruine. Léonard de Vinci, 1452-1519. Simon Thomas était un grand médecin de son temps. Il me souvient que, me rencontrant un jour à Toulouse chez un riche vieillard pulmonique et traitant avec lui des moyens de sa guérison, il lui dit que c'en était l'un de me donner occasion de me plaire en sa compagnie, et que, fichant ses yeux sur la fraîcheur de mon visage et sa pensée sur cette allégresse et vigueur qui regorgeait de mon adolescence, et remplissant tous ses sens de cet état florissant en quoi j'étais l'or, son habitude s'en pourrait amender. Mais il oubliait à dire que la mienne s'en pourrait empirer aussi. Montaigne, 1533-1592, Essai, livre 1. Beaucoup de choses sont contagieuses. La torpeur peut être contagieuse, le bâillement aussi. Dans une stratégie à grande échelle,
Quand l'ennemi s'agite et montre une tendance à la précipitation, restez tranquille. Faites preuve d'un grand calme, et l'ennemi se détendra. Son esprit sera sensible à votre contagion. Instillez-y l'insouciance de l'ivrogne, l'ennui ou même la faiblesse. Miyamoto Musashi, XVIIe siècle. Le traité des 5 anneaux. Il ne faut pas prendre un imbécile pour une personne cultivée, même si l'on peut considérer un homme de talent comme sage. Ne confondez pas un ignorant qui s'abstient avec un véritable ascète. Ne vous mêlez pas aux hommes stupides, surtout s'ils se croient sages, et ne soyez jamais fiers de votre ignorance. N'ayez de relation qu'avec des hommes de bonne réputation, parce que c'est ainsi que l'on arrive soi-même à une bonne réputation. N'avez-vous pas observé l'huile de sésame quand on y mêle des roses ou des violettes? Quand elle est restée quelque temps en contact avec les roses ou les violettes, elle cesse d'être de l'huile de sésame et on l'appelle huile de rose ou huile de violette. Caïcaüs Ibn, XIe siècle, Un miroir pour les princes.